Bonjour à tous et à toutes. La finance responsable, voilà un sujet qui d'habitude est traité dans les milieux écologiques et pas dans les milieux financiers et les milieux politiques. Donc bravo pour cette initiative, bravo pour cette prise de risque, une œuvre de pionnier, mais qui doit, pour aboutir, nous faire réfléchir à comment nous fonctionnons. Parce qu'il faut bien réaliser que l'impossible n'existe pas dans la réalité. L'impossible existe dans notre propre manière de voir les choses, dans notre état d'esprit. En fait, ce que nous oublions souvent, c'est que nous sommes prisonniers de tout ce que nous avons appris, de nos expériences, de nos certitudes, de nos habitudes, de nos convictions. Alors on croit que c'est très bien parce que ça nous tient debout, mais ça nous tient debout effectivement, mais rigide, et ça nous empêche d'avancer. Et si on aimerait changer certaines choses dans la réalité, il faut absolument voir ce qui, dans notre état d'esprit, nécessite d'être changé. Quels sont les paradigmes qu'il faut modifier pour arriver à changer la réalité. Alors, on voit bien, à travers les grands exploits du XXe siècle, atterrir sur la Lune, monter au sommet de l'Everest, voler dans le ciel. Tout ça, c'est des changements de paradigme. Et lesquels? Alors, on croit que le changement de paradigme, c'est la technologie. Non, ce n'est pas la technologie. Parce que le premier avion qui a volé était fabriqué avec de la toile tendue sur des baguettes de bois. Ce qui veut dire que les Égyptiens auraient pu voler il y a 5000 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? À cause de la mythologie. Il était interdit de voler. C'était les dieux qui avaient le droit de voler et les oiseaux qui étaient les animaux sacrés. Quand Léonard de Vinci, à la Renaissance, a fabriqué des avions qui auraient pu le porter dans le ciel, eh bien, il n'était pas assez idiot pour le faire. Il aurait été brûlé et torturé par l'Église pour blasphème. Les Tibétains, les Népalais, ont vu l'Everest pendant des millénaires devant eux, mais ils n'avaient pas le droit de profaner la montagne. Alors qu'est-ce qui fait que tout à coup, on a pu voler, on est monté à l'Everest, on a atterri sur la Lune? Mais c'est le fait que des explorateurs ont voulu casser les règles. Un explorateur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut dépasser les limites. Un explorateur, c'est quelqu'un qui est insatisfait du statu quo et qui veut le modifier. Et en 66 ans, ce qui est très court dans l'histoire de l'humanité, vous avez le premier avion, vous avez le pôle Nord, le pôle Sud, l'Everest, la fosse des Mariannes et la Lune. Ce qui montre quoi? Ça montre que si vous voulez innover, il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle idée, il s'agit de changer les paradigmes et de laisser derrière soi les certitudes qui nous empêchent d'avancer. Et on voit qu'on peut reproduire cette mentalité-là dans tous les domaines. Quand j'ai voulu faire le tour du monde en ballon, sans escale, c'était exactement ça. Les scientifiques m'ont dit, tu ne peux jamais faire un tour du monde parce que le vent met 20 jours pour faire le tour et ton ballon ne pourra jamais rester en l'air suffisamment longtemps. Parce que le ballon qui avait volé le plus longtemps dans l'histoire avait volé 6 jours. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On modifie la philosophie du vol. On vole dans des jet streams, on modifie, on prend un ballon à gaz et on rajoute des brûleurs à propane en dessous de manière à pouvoir chauffer l'hélium également la nuit quand il n'y a pas de soleil. Et le résultat, c'est que nous avons réussi à faire le plus long vol de l'histoire de l'humanité, sans ravitaillement, 20 jours en vol, 45 000 km. Mais c'est vrai que c'était l'absolue limite de ce paradigme-là. Il restait sur les 3,7 tonnes de propane liquide, il restait 40 kilos à l'atterrissage. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut repousser le paradigme, ensuite on le change, et une fois qu'on arrive au bout du nouveau paradigme, ben, il faut se remettre en question et rechanger. Et c'est là qu'est intervenu le rêve de Solar Impulse. Comment est-ce qu'on peut voler plus longtemps que le maximum? Et là on voit bien qu'on dit en anglais « the sky is the limit ». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas « the sky » qui est the limit, c'est « the fuel » qui est the limit. C'est le carburant. Tant que vous devez ravitailler, tant que vous dépendez d'une source non renouvelable, vous êtes limité et vous pourrez pas aller plus loin. Donc l'idée de Solar Impulse est arrivée à ce moment-là, un avion capable de voler jour et nuit, simplement parce qu'il est ravitaillé ou avitaillé par du soleil, qui est transformé en électricité par les cellules solaires, qui permet de faire tourner les moteurs et qui permet de charger des batteries la journée pour pouvoir passer la nuit en vol. Et si vous êtes capable de faire un cycle jour-nuit, vous êtes capable de faire autant de cycles que ce que vous voulez.
À partir de là, vous faites quoi? Vous avez un rêve, vous avez une image qui est faite par un artiste sur un ordinateur, et vous allez voir des spécialistes pour construire votre avion. Et évidemment, on m'a répondu que c'était complètement impossible. Et la raison pour laquelle on m'a dit que c'était impossible est exactement la raison qui est invoquée pour lutter contre la transition énergétique, pour lutter contre la finance responsable, pour lutter contre tous les changements sociaux et politiques. C'est le statu quo. C'est le fait que ça n'a jamais été fait avant et que par conséquent c'est impossible. Et quand j'ai dit oui, mais peut-être qu'on peut quand même trouver des solutions pour le faire, même si ça n'a pas été fait autrefois, on m'a répondu quoi? On m'a dit, mais écoutez, il faut 5 minutes pour comprendre que le soleil ne donnera jamais assez d'énergie pour permettre à cet avion de voler jour et nuit. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait toujours quand on parle d'énergie. On cherche toujours à produire assez pour répondre aux besoins et on ne pense jamais à diminuer les besoins pour s'adapter à la production. C'est clair que le soleil ne peut pas donner plus d'énergie que ce qu'il donne, mais l'avion peut consommer moins que ce qu'on croit. Donc on est parti sur une complètement autre idée. C'est pas produire plus, c'est être efficient. Solar Impulse, en fait, aurait pu s'appeler Efficient Impulse. C'est un avion qui était conçu pour être tellement léger et tellement efficient que la petite quantité d'énergie qu'on arrivait à capter du soleil et à transformer en électricité pouvait permettre de voler jour et nuit. Mais pour ça, c'est clair qu'il faut résoudre des équations qui n'ont jamais été réalisées. Juste pour vous donner une idée, le fuselage de Solar Impulse pesait proportionnellement à la taille 10 fois moins, pas 10% de moins, 10 fois moins que le meilleur planeur de compétition. Alors, comme le monde de l'aviation pense que c'est impossible, eh bien, il faut aller trouver des gens qui ne savent pas que c'est impossible. Et ça, c'est qui? C'est un chantier naval. Donc, c'est un chantier naval qui a construit toutes les grandes pièces du fuselage de Solar Impulse. Et ça doit nous interroger. On voit que très souvent, on se tourne vers des spécialistes pour avoir des réponses, et ce n'est pas les spécialistes qui vont vous donner les réponses. Les spécialistes vont être prisonniers de leur manière de voir, et vous devez complètement sortir du cadre si vous voulez véritablement innover. C'est exactement la même chose pour le financement de l'avion. Personne dans le monde de l'aéronautique et quasiment personne dans le monde de l'énergie. Qui c'est qui a joué le jeu? C'est des nouveaux venus dans ce domaine-là. C'est le monde de l'assurance, c'est le monde de la chimie, c'est le monde de l'horlogerie, des ascenseurs, de la télécommunication, des champagnes, mais ça je dois avouer que c'était un peu plus pour l'équipe que pour l'avion. Mais toujours est-il qu'au début, j'étais vraiment déçu de ne pas arriver à mobiliser les gens qui étaient vraiment du secteur. Jusqu'à ce que je me rappelle que ce n'étaient pas les fabricants des meilleures bougies qui ont inventé l'ampoule électrique. Ce sont des gens complètement différents. Et dans le monde de l'automobile, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas un fabricant de voitures qui a construit la première voiture électrique qui a eu du succès. C'est un milliardaire sur Internet qui a utilisé ce qu'il connaissait, c'est-à-dire un écran d'ordinateur, et qui a construit la Tesla autour de son écran. Et ça doit vraiment nous amener à réfléchir chaque fois que nous nous considérons comme des spécialistes de quelque chose. Parce que nous apprenons à penser en ligne droite. Nous apprenons à éviter l'inconnu, à éviter les doutes. Nous apprenons à prolonger le plus possible tout ce que nous avons appris et toutes nos habitudes, jusqu'à ce qu'on arrive contre un obstacle. Et là, on se demande pourquoi la vie est si cruelle, au lieu de se demander pourquoi nous ne sommes pas prêts pour la vie. Depuis une centaine d'années, nous avons vécu de manière complètement irresponsable. Nous avons vécu sur une ligne droite, en pensant que ce qui était possible avec 1 milliard d'habitants pouvait l'être avec 8 milliards, et on se retrouve dans une situation où, sans vouloir parler des problèmes, nous sommes face à un mur. Nous sommes face à un effondrement de la qualité de vie de l'humanité. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons changer en nous pour être capables de répondre à ce défi? Eh bien, il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule direction dans la vie, il y en a beaucoup. Il y a une infinité de directions. Il y a une infinité de manières de faire et de penser. Et il ne s'agit pas simplement d'être un pionnier
qui va ouvrir une nouvelle voie, qui va défricher un nouveau chemin. Il s'agit d'être un explorateur qui essaye toutes les voies possibles, en sachant que certaines ne vont pas fonctionner. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut avoir peur de l'immobilisme. Le pire, ce n'est pas de rater, le pire, c'est de ne pas essayer. Le pire, c'est de prolonger le plus longtemps possible ce qu'on fait. Et c'est ce que fait le monde politique, c'est ce que fait une grande partie du monde industriel, et c'est heureusement ce que fait de moins en moins le monde financier. Par conséquent, le monde financier a une responsabilité énorme, pas seulement vis-à-vis de l'environnement, mais vis-à-vis du reste de la société. Si le monde financier veut faire changer les choses, on l'écoutera beaucoup plus que si c'est une institution écologique. Dans le cas de l'environnement, c'est vrai qu'on a eu comme paradigme de confier l'écologie aux écologistes, de cliver gauche-droite de manière à ce que la gauche s'occupe de l'environnement et que la droite s'occupe des entreprises. Et on a affirmé pendant très longtemps que la protection de l'environnement allait être chère, allait nécessiter des sacrifices, allait nécessiter des subsides, et que finalement, c'était une limitation pour l'économie et pour l'industrie. Si on veut vraiment appliquer les règles de l'innovation, eh bien, on voit que changer le paradigme, c'est aller rechercher l'inverse de ce qu'on a toujours cru. Et au moins le tester. Si on dit que l'écologie et que la protection de l'environnement et que la lutte contre les changements climatiques va être chère, va être rébarbative et va nécessiter des sacrifices, eh bien, essayons de voir exactement l'inverse. Qu'est-ce qui, dans la protection de l'environnement, est rentable? Qu'est-ce qui est enthousiasmant? Et qu'est-ce qui, loin d'être un sacrifice, va améliorer la qualité de vie des individus sur Terre? Et ça, c'est des réflexions que j'ai eues pendant des heures et des heures quand je volais avec Solar Impulse. Alors, voler au-dessus de la terre ferme, c'est relativement facile. Vous savez que vous pouvez atterrir à n'importe quel moment. Mais ce qui est fantastique, c'est le changement de paradigme de vous retrouver au milieu d'un océan, avec le soleil comme seule source d'énergie. Et vous êtes en vol pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, sans arrêt. Vous êtes seul à bord. Donc, quand on parle d'André Borschberg et moi, nous n'étions jamais dans le cockpit en même temps. Il fallait uniquement, on pouvait uniquement changer de pilote quand on était au sol. Donc, les seuls atterrissages, c'était pour changer de pilote ou parce que la météo était mauvaise et qu'il fallait attendre plus longtemps pour continuer. Mais vous vous imaginez seul dans votre cockpit, vous savez que vous pouvez voler théoriquement de manière perpétuelle. Vous regardez vos immenses hélices qui tournent à côté de vous, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution, et il n'y a pas de carburant. Et il y a un moment où vous vous dites, c'est fantastique, je suis dans le futur. C'est de la science-fiction. Je suis propulsé dans l'avenir. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Vous n'êtes pas du tout dans l'avenir, parce que toutes ces technologies-là existent aujourd'hui. Vous êtes dans ce que la technologie d'aujourd'hui vous permet de faire aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous comprenez que c'est le reste du monde qui est dans le passé. Le reste du monde est complètement dans le passé. Le reste du monde est bloqué sur des technologies qui ont été inventées en 1880, au début de l'ère pétrolière. Le moteur à combustion, les maisons mal isolées, les ampoules à incandescence, les productions d'énergie polluantes, le gaspillage d'énergie, parce que pendant des années, on pensait qu'on en aurait bien assez, des systèmes de chauffage et de refroidissement complètement archaïques, des réseaux stupides par opposition aux réseaux intelligents, aux smart grid. Donc tout est isolé, tout est déconnecté, au lieu d'avoir une vision générale et de connecter les sources d'énergie, digitaliser la consommation. Et on voit que ce monde-là, c'est celui qui nous satisfait. Alors on veut le dernier smartphone avec la dernière application et on accepte de vivre l'entier de sa vie avec des technologies de 1880. C'est ça qu'il faut changer. Et comment est-ce que ça se change? Eh bien, ça se change en comprenant que ce changement est le plus grand marché industriel du siècle. C'est le plus grand marché industriel du siècle. C'est-à-dire que même sans changement climatique, ce serait une évidence
qu'on doit moderniser nos infrastructures. Ça veut dire qu'il faut passer à une mobilité électrique. Ça veut dire qu'il faut isoler toutes les maisons. Ça veut dire qu'il faut changer les radiateurs électriques pour avoir des pompes à chaleur. Ça veut dire qu'il faut des ampoules LED, qu'il faut le smart grid, qu'il faut des énergies renouvelables. Et une partie de cela n'est pas rentable. Et ça, peut-être que pour l'instant, on peut le laisser de côté. Mais la plus grande partie de ces changements sont totalement rentables. C'est ça qui va créer des emplois, c'est ça qui va permettre de faire du profit, et c'est ça qui va permettre de la croissance. Alors évidemment, quand vous parlez de croissance, vous avez les mouvements écologistes qui vont dire on ne peut pas. On ne peut pas croître, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel, on a des ressources finies. Et je crois que c'est là qu'il faut vraiment se poser la question sur ce que peut être la croissance. La croissance, ce n'est pas plus de chaque chose, mais c'est un changement de l'archaïque au moderne qui permet de faire du profit. Si on rénove le parc immobilier, il n'y aura pas plus de maisons. Mais il y aura une rentabilité incroyable pour ceux qui auront investi dans ce changement, parce que des maisons peuvent économiser entre 50 et 75% de leur énergie aujourd'hui. Si on passe à des énergies renouvelables, on voit que ce sont des nouvelles infrastructures à construire. Alors, on va dire c'est trop cher, le soleil ne brille pas la nuit, etc. Eh bien, vous avez aujourd'hui des centrales solaires dans les pays arabes, producteurs de pétrole, qui fabriquent de l'électricité à base de soleil jour et nuit, parce qu'ils stockent suffisamment de chaleur pendant la journée pour continuer à faire tourner les turbines pendant la nuit, et vous fabriquez de l'énergie à 2,5 centimes le kilowattheure. Beaucoup moins que le gaz et le pétrole qui viennent de la même région. 3 fois moins. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mais on ne le fait pas parce qu'on a peur du changement, parce qu'on ne sait pas que c'est rentable et parce qu'on n'ose pas prendre le risque. Et on attend que les autres le fassent. Donc c'est là qu'il faut des explorateurs, c'est là qu'il faut des pionniers, c'est là qu'il faut des gens qui se réveillent. Et c'est fondamental aussi, c'est de parler le langage de ceux qu'on veut convaincre. On ne va pas avoir besoin des enfants de 10 ans aujourd'hui par un magnifique programme éducationnel pour changer le monde aujourd'hui. L'éducation va changer le monde dans 20 ans. On n'a pas le temps d'attendre. Le monde politique a une échéance aux prochaines élections. Ils veulent rien changer, si possible, de manière à ce que ça dure le plus longtemps possible. Donc il faut parler le langage de la création d'emplois, de l'amélioration de l'image, il faut parler le langage de ceux qui ont une action aujourd'hui. Et il s'agit de donner les preuves. C'est pour ça que quand nous avons atterri à Abu Dhabi, après le tour du monde complet, le but, ce n'était pas de célébrer simplement avec l'équipe. Le but, c'était d'aller un point plus loin. Et le panneau qu'on a mis devant l'équipe à l'atterrissage, « Take it further », allons plus loin, c'était ça finalement le message. La première partie de Solar Impulse, c'était la démonstration symbolique. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est a priori impossible? Mais la deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser cet état d'esprit pour être totalement pratique, totalement concret dans le présent et montrer ce qui peut changer. D'où l'idée de créer la World Alliance for Efficient Solutions, l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes, et de réunir tous ceux qui ont aujourd'hui des solutions. C'est impressionnant de voir, au niveau des grandes entreprises, comme au niveau des startups et des laboratoires de recherche, à quel point la connaissance est fragmentée. Vous avez des solutions qui peuvent changer le monde et qu'absolument personne ne connaît. Et vous en avez d'autres qui sont fantastiques également et qu'on n'ose pas mettre en œuvre parce qu'on ne connaît pas leur rentabilité. Donc nous avons décidé de réunir dans cette alliance mondiale ceux qui ont des solutions, ceux qui sont intéressés à financer ces solutions et ceux qui ont besoin de solutions, c'est-à-dire des entreprises, des industries ou des régions ou des territoires qui doivent atteindre des buts environnementaux ambitieux. Donc, nous avons aujourd'hui déjà, dans cette alliance mondiale, 1500 entreprises. Je crois qu'on a dépassé les 1500 il y a quelques jours. Donc, ce n'est pas des individus, ce n'est pas des illuminés qui arrivent avec une idée qui doit changer le monde. Ce n'est pas ça.
Ce sont toutes des entreprises, grandes ou petites, qui ont des technologies, des processus, des produits, des systèmes, des programmes qui permettent de faire de l'argent au moment de la production et de la vente de ces produits, qui permet aux utilisateurs d'économiser de l'argent, donc de faire du profit, et en même temps de protéger l'environnement. C'est en fait l'intersection du cercle entre l'industrie et l'écologie. Ce qui pollue et qui est rentable, on le laisse de côté. Ce qui protège l'environnement et n'est pas rentable, on le laisse de côté. Et on commence par ce qui est au milieu et qui permet de motiver les gens parce que c'est une manière de rendre l'écologie totalement rentable. Donc on est dans un système de logique plus que d'écologique. On regarde ce qui peut changer le monde, mais ce qui va le faire de manière absolument économiquement profitable. Ces solutions-là sont confiées à des experts indépendants qui analysent 3 critères: la crédibilité technologique, l'impact positif sur l'environnement et sur la société, et la rentabilité. Et on met un label, Solar Impulse Efficient Solution Label, et c'est la première fois qu'on a un label qui garantit la rentabilité d'une action d'un produit écologique. Le côté écologique, tout le monde a des labels. Le fait de prouver que c'est rentable, il n'y a pas encore. Donc c'est ça que nous avons voulu faire. Et le but est d'obtenir 1000 solutions que nous pouvons amener aux chefs d'État pour les encourager à avoir des politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses et des politiques énergétiques beaucoup plus avant-gardistes, permettre aux entreprises également de se développer et donner une source d'investissement possible à tous ceux qui ont envie d'investir. Aujourd'hui, il y a des trillions de dollars dans le monde, au point que les grandes institutions ne savent plus comment mettre de l'argent de manière rentable quelque part. La Banque mondiale est à l'affût de toutes ces nouvelles solutions. Ça m'intéresse beaucoup de discuter avec Ophi parce que c'est clair qu'il y a là aussi des entreprises grandes et petites, et ça dépend si on veut se mettre dans du venture capital tout au début ou si on veut se mettre dans des entreprises beaucoup plus cotées, beaucoup plus reconnues, ou si on veut se mettre dans l'upfront investment. Pour moi, il y a là quelque chose d'absolument nouveau qu'il faut absolument développer. C'est tout ce qui permet au pouvoir public d'investir à l'avance des sommes un peu plus importantes de manière à récupérer par la suite. L'exemple des bus électriques est absolument évocateur, éloquent. Dans un bus électrique, vous devez investir davantage au début, ce qui fait que dans les marchés publics, dans les offres publiques, on ne peut pas les acheter, ou alors il faut faire des contorsions pour y arriver parce que c'est plus cher qu'un bus diesel. Sur la durée de vie de 10 ans, c'est 400 000 $ d'économie par bus. Ce qui veut bien dire qu'il y a de l'argent à gagner. Mais pour ça, il faut aider les pouvoirs publics en compensant dans l'investissement de départ le surcoût et trouver une manière de pouvoir rentabiliser l'investissement sur l'économie de la maintenance et sur l'économie de l'énergie. Donc on voit que tout ce qui va venir aujourd'hui du monde de la finance va permettre de faire avancer les solutions. Alors, quelles solutions, dans quel domaine? Nous avons décidé de travailler sur 5 axes, qui sont 5 SDGs, les Sustainable Development Goals. Il y a l'eau, tout ce qui touche l'eau, tout ce qui touche l'énergie, tout ce qui touche les villes, c'est-à-dire également les infrastructures, la mobilité, tout ce qui touche les processus industriels et tout ce qui touche l'agriculture, ce qu'on appelle consommation et production responsable. Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer les sauts technologiques qui se sont déjà faits sans qu'on le réalise. Quand on parle de viande et de pollution par le méthane, en disant qu'il faut arrêter de manger de la viande, ce qui évidemment ferait s'écrouler toute une filière industrielle. Eh bien, c'est très intéressant de voir qu'il y a une société qui a inventé un additif alimentaire totalement naturel qui permet d'économiser, enfin de diminuer de 30% les émanations de méthane des bovins, tout en améliorant la production du lait. Vu que tout être humain, tout être animal, tout être végétal est un système thermodynamique qui peut être plus efficient. Donc, si on permet de diminuer les pertes,
on va améliorer la rentabilité du système. Au niveau des processus industriels, je ne sais pas si vous saviez qu'il y a un système maintenant pour produire de l'inox, l'acier inoxydable, avec 99% moins d'eau et 91% moins cher. Mais personne ne sait ce genre de choses. Une société allemande, Covestro, a inventé un système pour produire du chlore avec 30% de moins d'énergie. Le chlore est un des produits les plus manufacturés dans le monde. En Europe, personne ne s'est intéressé à ce système. Personne. C'est les Chinois qui l'ont implémenté en disant à partir de l'année prochaine, toute entreprise fabriquant du chlore doit impérativement utiliser ce système. Donc on voit qu'on a des solutions. Au niveau des bâtiments, c'est une évidence. Tout le monde le sait, mais on n'ose pas faire le pas. Les bâtiments modernes aujourd'hui peuvent être neutres sur le plan de leur consommation énergétique, et les bâtiments anciens peuvent être assainis, en tout cas jusqu'à 50 ou 75% d'économie d'énergie. Production énergétique, exactement la même chose. On est dans une possibilité de production qui est non seulement propre, mais qui doit être délocalisée et digitalisée. On a aujourd'hui un tel gaspillage que 50% des émissions de CO2 qui sont responsables des changements climatiques sont uniquement dues au gaspillage d'énergie. Uniquement dues au gaspillage d'énergie. Donc c'est clair que l'efficience est la base sur laquelle on peut investir. Sur le plan de l'eau également, on a des choses absolument incroyables dans l'eau pour désaliniser avec du solaire, pour purifier de l'eau avec des micro-champs électriques ou avec des ultrasons. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Mais pour que ça devienne une réalité, il faut que les gouvernements intègrent ces solutions dans leurs programmes environnementaux et leurs politiques énergétiques. Aujourd'hui, l'innovation, on en fait quoi? On la pousse avec des subsides, avec des récompenses, avec des awards, avec des grants, parfois avec des investissements. Et ça va où? Mais très souvent, ça va nulle part. Ça va jusqu'au stade du brevet et ça s'arrête. Parce qu'il n'y a pas la nécessité légale de les utiliser. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui à l'importance de moderniser aussi la réglementation et pas seulement la technologie. S'il n'y a pas de nécessité légale, on continuera à faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui, sans changement. Moi, j'ai passé mes vacances dans un petit village il y a 50 ans à la montagne, là où tout était magnifiquement beau en Suisse. Eh bien, tous les soirs, les gens prenaient leurs poubelles et allaient les jeter dans une petite vallée au bord d'une rivière où toutes ces ordures fermentaient, fumaient, puaient. Mais c'était légal. C'était totalement légal. C'était comme ça qu'on faisait. Pourquoi est-ce que ça ne se fait plus aujourd'hui? Parce que c'est interdit. Et le fait d'interdire le dépôt d'ordures dans la nature a créé une nouvelle industrie du ramassage des déchets, de l'incinération des déchets, du recyclage des déchets. Ça a créé des emplois, ça a permis de faire du profit et de développer des industries. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut obtenir. Il faut que les normes environnementales soient suffisamment strictes pour que ces solutions puissent arriver au marché. Qu'on arrête de pousser l'innovation pour pouvoir tirer l'innovation. Au moment où vous aurez un besoin légal d'avoir des voitures qui consomment 20% de moins et qui émettent 80% de moins de particules, eh bien vous aurez une des solutions qu'on a identifiées, qui s'appelle Anti-Smog, d'une société anglaise qui s'appelle Seagun. C'est un boîtier que vous rajoutez pour 350 € sur le moteur d'une voiture, qui hydrolyse un petit peu de liquide pour amener de l'hydrogène dans la chambre de combustion du moteur. Et en améliorant la combustion, vous baissez de 80% les particules et de 20% la consommation d'essence. Ça, c'est quelque chose qu'on peut donner aux automobilistes avant d'augmenter le prix de l'essence ou du diesel. Parce que c'est clair que si vous donnez les solutions pour consommer moins, si vous développez cette industrie qui permet d'être plus efficient, dans un deuxième temps, vous pouvez augmenter les taxes, parce que personne ne remarquera que les taxes augmentent. Si vous avez 7% de taxes en plus sur l'essence et que vous consommez 20% de moins, tout le monde est content. Mais c'est sûr qu'il faut donner les buts extrêmement ambitieux sur le plan politique, tirer cette innovation sur le marché, permettre aux investisseurs
de développer la taille des entreprises et la qualité de production, de vente, de marketing, etc. Et là, vous aurez, indépendamment des changements climatiques, un changement de société. Un changement de société où la croissance est qualitative et où vous avez la possibilité d'être totalement logique dans ce que vous faites. Aujourd'hui, on n'est pas logique, on n'est pas responsable et on est en danger. Mais c'est l'humanité qui est en danger. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas la planète, ce n'est pas la nature, c'est la biodiversité, mais elle s'en remettra. Mais les seuls qui sont vraiment menacés sont ceux qui causent le problème, c'est les humains. Donc il est temps de nous réveiller, mais il est temps de nous réveiller pas de manière naïve et utopique, avec le yaka, tout le monde sait que la nature est belle et qu'il faut la protéger. Non. On peut le faire de manière absolument rigoureuse, financièrement, politiquement, industriellement, c'est-à-dire que ceux qui peuvent changer le monde ont la possibilité aujourd'hui de le faire. Donc c'est extrêmement encourageant de voir que vous êtes en train d'en parler, mais ce n'est pas seulement le fait d'en parler qui est important, c'est le fait de sortir de cette journée et d'aller en parler ailleurs. Parce qu'il n'y a pas tout le monde de la finance qui est ici aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Il y en a beaucoup qui résistent. Il y en a beaucoup qui doivent être encouragés. Et ceux pour qui les encouragements ne suffisent pas, il faut bien dire qu'il y en a beaucoup qui doivent être obligés à le faire. Et après coup, ils verront à quel point ça valait la peine. Parce que ça vaut vraiment la peine. Merci. Merci infiniment Bertrand Piccard pour cette conférence. Vous avez parlé de ces 1000 solutions. Aujourd'hui, donc, ce sont 1500 entreprises qui ont proposé un certain nombre d'innovations. Vous allez les labelliser, oui. C'est ça l'idée? Oui, quel est le processus? On est en cours de labellisation. En fait, on a été un peu dépassé par le nombre d'entreprises qui amènent des solutions. Et le nombre d'experts indépendants qu'on a qui travaillent bénévolement ne suffit pas. Donc maintenant, on est en train de chercher d'autres partenaires de manière à pouvoir financer des experts et aller beaucoup plus vite. Parce que c'est une fondation qui travaille à but non lucratif, qui est reconnue d'utilité publique. Et nous sommes financés par des entreprises qui payent une donation annuelle et qui permet à notre équipe de 40 personnes de faire le travail, de trouver des experts, de promouvoir ces solutions, etc. Donc maintenant, on est vraiment à un stade où on doit améliorer et accélérer notre processus. Alors, vous étiez il y a quelques semaines à Katowice, en Pologne, donc pour la COP24, où vous avez présenté cette alliance des solutions efficientes. Comment est-ce que ça a été perçu? Vous savez, il y a 2 COP en une. Il y a la COP des négociations, où les négociateurs sont souvent payés pour ne pas changer de position. C'est la guerre des tranchées. Et puis vous avez l'autre COP, qui est celle des institutions, qui est celle des entreprises, qui est celle des villes, parfois des territoires, même aux États-Unis, des États américains, et elles veulent aller beaucoup plus vite. Et dans cette COP-là, les solutions que nous amenons sont extrêmement demandées. Donc on est en train maintenant d'avoir... En fait, ça s'est un peu inversé. Jusqu'à la COP24, on devait pousser avec la Fondation Solar Impulse pour se faire entendre, pour dire qu'il y avait des solutions, pour essayer d'avoir des moments de parole. Et là, ça a complètement changé. Ça a tourné du tout au tout. Maintenant, on nous demande des solutions, on nous invite pour venir les aider. Des institutions comme la Banque mondiale et les Nations unies nous demandent d'organiser des événements avec eux pour promouvoir ces solutions, pour donner de l'espoir, pour donner du courage, pour montrer qu'on peut mobiliser là autour. Donc c'est passionnant. C'est passionnant. Donc il ne faut pas non plus s'arrêter à ce qu'on voit dans les médias, une COP qui cherche des accords internationaux. Il faut voir que les accords nationaux et les accords locaux sont parfois beaucoup, beaucoup plus efficaces. Alors, vous le disiez, il faut rendre l'écologie rentable, la croissance qualitative. Il faut que les gouvernements intègrent ces innovations, celles que vous allez
proposez. Pour autant, il n'est pas forcément évident de les convaincre, puisque si on revient au début de votre conférence, vous le disiez, il faut trouver des gens qui ne savent pas que c'est impossible. Donc là, on a cette problématique peut-être avec les politiques. Je vais faire référence à des éléments qui sont sur votre site web. Vous avez fait écho à une étude publiée en juin dernier par le Bureau international du travail qui annonce que la transition énergétique propre va offrir une énorme opportunité d'emploi. Est-ce que ça peut permettre de convaincre les politiques? Oui, si on peut le prouver et si on peut dire comment le faire. Et c'est ça qui est souvent difficile, c'est qu'il y a des grandes études et on dit qu'il y a X millions de postes de travail qui vont être créés grâce au développement durable. Et puis la pollution de l'air tue 6,2 millions de personnes par année, plus tous ceux qui souffrent sans en mourir, etc. Et puis les politiques, ils sont là avec tous ces chiffres et ils ne savent pas quoi en faire. Et il faut les aider. Il faut vraiment montrer aujourd'hui que, extrêmement concrètement, dans tous les domaines que la politique touche, il y a des solutions et qu'on peut les pousser. Et nous, c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est rendre tout ce qui est standard, normes, but, objectif, beaucoup, beaucoup plus ambitieux. On est complètement en retard avec la réglementation d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas plus de règlements. Parce que c'est clair que le monde libéral hurle au scandale quand on dit qu'il faut des réglementations. Mais il y en a dans tout. Il y en a dans la santé, il y en a dans l'hygiène, dans l'éducation, dans la sécurité. Mais il y a extrêmement peu de réglementations qui empêchent de gaspiller l'énergie et qui empêchent de mettre le CO2 dans l'atmosphère. Et finalement, si on avait des réglementations plus strictes à ce niveau-là, paradoxalement, ça pousserait l'industrie à fond. Ça pousserait les investissements et la rentabilité de ces investissements. Ça raccourcirait le return on investment énormément. Alors, il y a des exemples comme ça sur la taxe carbone. Si on parle de taxe carbone, je suis sûr qu'il y en a des dizaines d'entre vous qui vont avoir le frisson dans la moelle épinière en disant « quelle horreur, surtout pas ». Parce que ceux qui n'ont pas de taxe carbone ne la veulent pas. Mais ceux qui en ont, en veulent encore plus. Pourquoi? Parce que ça les oblige à se moderniser. Ça les oblige à avoir plus d'efficience. Et la Suède, qui est le pays d'Europe où la taxe carbone est la plus haute, c'est 135 € par tonne de CO2, a réussi à créer une industrie qui est plus compétitive à l'exportation que beaucoup d'autres pays. Parce que le CO2, il faut bien voir, ce n'est pas simplement un marqueur de pollution, c'est un marqueur de gaspillage et d'inefficience. Donc si on résout cette question-là par davantage d'efficience, eh bien vous êtes plus compétitif. Beaucoup plus compétitif. Vous avez dit lors de votre conférence que le monde financier a une responsabilité sur ce sujet de la croissance et de l'écologie rentable. Vous disiez on l'écoutera plus qu'une association écologique. Là aussi, c'est un changement de paradigme. C'est là qu'il faut faire de cette finance responsable. Totalement. Mais la finance responsable, c'est trouver de manière responsable les objectifs d'investissement, mais ce n'est pas seulement ça. C'est être responsable de pousser cette finance-là partout. Et d'en faire un nouveau modèle. Parce qu'on écoute forcément davantage ceux qui veulent faire de l'argent que ceux qui veulent protéger l'environnement. Moi, je me rappelle, j'ai été parler à l'équivalent du Sénat au gouvernement suisse. On m'avait dit qu'il fallait cibler certains hommes politiques de droite extrêmement récalcitrants à la lutte contre les changements climatiques, à la transition énergétique, etc. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, je viens vous parler de création d'emplois, de nouvelles technologies pour développer l'industrie et de profit. Et il y en a un d'eux qui m'a répondu, je vous promets que c'est vrai, il m'a dit « Alors je suis très intéressé par ce que vous venez nous dire, parce que j'avais extrêmement peur, et mes collègues aussi, que vous veniez nous parler de protéger l'environnement. » On voit bien maintenant quelles sont les voies qu'il faut prendre si on veut changer le monde. Une dernière question. Évidemment que cette alliance des 1000 solutions efficientes pour la planète, c'est une aventure, mais est-ce qu'il y a une autre aventure en tête, à venir? Je suis encore dans l'aventure Solar Impulse. Donc c'est trop tôt pour passer à une autre aventure. La première partie était symbolique. La deuxième partie, c'est vraiment rendre concret tout ce message qui était symbolique, voler autour de la planète sans carburant, etc. Ok, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui change le monde. Ce qui peut changer le monde, c'est de le rendre totalement réel
et de montrer tout ce qui permet de faire la même chose dans tous les domaines qu'on a de notre société. Donc je suis encore dans Solar Impulse. La fondation Solar Impulse, c'est vraiment l'héritage du Tour du monde. Eh bien, je pense que nous vous accompagnerons dans cette aventure, tout comme nous avons suivi les aventures précédentes. Merci infiniment, Bertrand Piccard. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.